Bonjour à toi qui nous écoutes, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du rapport entre l'art et le corps dans la radicalité. En effet, comment ne pas parler du rapport au corps dans une exposition ayant comme thématique radicale? Pour traiter ce sujet, nous avons fait appel à Monsieur Thierry Martin, ancien directeur central des affaires culturelles de la ville de Nice, qui a gentiment accepté ce challenge. Malheureusement, par souci de santé et de technologie, Thierry Martin ne pourra présenter ses réflexions sur le sujet avec sa propre voix. Il nous a ainsi fait le don de sa réflexion par écrit. Aujourd'hui, Ariane, Chloé, Victoire, Anaïs et moi-même, nous allons unir nos voix pour n'en faire plus qu'une, celle de Thierry Martin. Ainsi, ouvrez grand vos oreilles et vos yeux et laissez-vous porter par la conférence écrite par Thierry Martin. La radicalité dans le rapport entre l'art et le corps. Le corps a toujours été présent dans l'art, mais ses représentations n'ont cessé d'évoluer au gré de multiples facteurs. Les fascinations pour ses fonctions, les tabous l'entourant, les religions l'emprisonnant, sans oublier le regard que les penseurs et les artistes ont porté sur lui. Comme toujours, les artistes n'ont pas seulement exprimé les changements qui bouleversaient la société, ils les ont anticipés, façonnés. Dans l'histoire, l'art n'a cessé d'être précurseur, initiateur, révélateur de révoltes intérieures et d'inconscient. Ainsi, la radicalité artistique contemporaine dans le rapport au corps n'a-t-elle pas surgi de nulle part, du jour au lendemain? Elle est le fruit d'un très long cheminement, et si l'on n'en retrace pas, même sommairement, les grandes étapes, il n'est pas possible d'en comprendre tous les ressorts cachés. Le cheminement du rapport entre l'art, le corps et la radicalité exprime le cheminement du regard sur le monde. Mais de quoi discute-t-on lorsqu'on parle de radicalité en général? Il existe plusieurs définitions. La première est de qualifier de radicalité ce qui est relatif à l'essence de quelque chose, à la racine même. Le terme dérive en effet de radix, radicalis en latin, ce qui signifie racine. La deuxième définition de la radicalité, comme un prolongement de la première, vise ce qui concerne le premier principe, celui qui est à l'origine d'une chose ou d'un phénomène. Dans cette approche, on cherche non pas la seule racine, mais le mouvement fondamental que cette racine enclenche. Est alors radicale la démarche qui débusque ce mouvement premier, le décortique, et au besoin lutte contre lui. De façon logique, on trouve une autre définition de la radicalité, ce qui produit une action décisive sur les causes profondes d'un phénomène. Dans cette approche, la radicalité caractérise essentiellement un passage à l'acte. Celui-ci intervient lorsque l'idée n'est plus l'objet de discussion, tant les avis sont déjà figés et inconciliables. Le dialogue est devenu vain, l'échange ne parvient plus à contribuer à la participation sociale de tous. Il y a alors un renoncement à maintenir l'instrument du dialogue. On ne discute plus, on entre dans une relation en acte. Dans une dernière acceptation du terme, si l'on accepte celle relative au monde mathématique, la radicalité se lie au travers d'une définition somme toute banale et désormais commune. Et radical, ce qui va jusqu'au bout, ce qui tire toutes les conséquences d'un choix initial. Le terme prend ainsi le sens complet, de total, d'absolu, voire d'extrême. Et radical, ce qui ne souffre pas d'exception, ce qui ne connaît pas la moindre atténuation. Nous allons voir que la radicalité, dans le rapport entre le corps et l'art, notamment contemporain, emprunte à pratiquement chacune de ces définitions. C'est dire que le sujet est complexe. Il me semble que l'on peut schématiquement distinguer 5 façons dont le corps a été appréhendé au long de l'histoire de l'art. Le corps esquissé, le corps idéalisé, le corps révolté, le corps réinventé, le corps illimité. Voici donc comment sera bâti mon propos. D'emblée, je précise humblement que je ne suis pas un historien de l'art, et parce que le sujet est particulièrement riche et dense. Je ne vous présenterai que des repères avec ce que tout choix comporte de lacunes et de subjectivité. Évidemment, ces choix ne minimisent en rien l'importance de tout ce que je ne citerai pas. Les repères que j'évoquerai auront pour objet de comprendre ce qui est en jeu et de ne pas aborder les œuvres radicales d'hier et d'aujourd'hui
sous un prisme simplificateur, pour ne pas dire caricatural. N'exerçons pas une radicalité sur la radicalité. Nous allons aborder la première partie de cet exposé, le corps esquissé. Depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, le corps humain, nu ou vêtu, a été un des thèmes les plus traités dans l'art, bien qu'il faille noter, comme le relève François Julien, qui est un philosophe français spécialiste de la pensée de l'Empire du Milieu, que le corps a été le grand absent de cette autre grande peinture du monde qu'est la peinture chinoise. De même, dans l'art africain, le corps a longtemps été peu représenté, non pas par pudeur, car la nudité, pour des raisons sociopolitiques, y a longtemps été de rigueur. Le crâne, en revanche, a occupé une grande place, comme siège bien sûr de la pensée, mais encore de toute la personnalité, et comme lieu de pratique magique et religieuse. Cette faible place de la représentation du corps dans l'art africain n'empêchait pas une esthétique du corps lui-même, tandis que scarification et tatouage avaient pour fonction de garantir la procréation et de protéger. Dans la préhistoire du continent européen, on trouve également peu de représentations humaines, alors que le bestiaire est omniprésent au travers des peintures rupestres. Lorsqu'il était représenté, le corps humain était maladroitement figuré. Il apparaissait de manière synthétique et schématisée, au moyen de signes abstraits et géométriques, triangles, ovales, traits, rectangles. Le corps représenté avait quelque chose de surnaturel, comme si les artistes avaient voulu incarner dans la forme humaine les visages qu'ils se faisaient des dieux et des esprits. Mais peut-être que ces premiers artistes voulaient cacher aux dieux la forme précise des humains, par une forme de superstition, ou peut-être exprimaient-ils déjà une volonté non d'imiter la nature, mais de rivaliser avec elle, selon les mots de Malraux. Lorsque le corps a commencé d'apparaître moins confusément dans l'art de ces époques reculées, c'est au travers du corps des femmes et dans la partie centrale de ce corps. Celle-ci était toujours surreprésentée. Les seins, le ventre, les fesses, les cuisses et le sexe. En revanche, les bras, les mains, les pieds et de façon moindre les jambes semblent oubliés, ou alors ils sont à peine esquissés. C'est, d'une certaine façon, un brouillon de radicalité par rapport à une figuration fidèle des personnages qui sont peints ou dessinés. D'autant que les traits du visage n'apparaissent pas, sauf dans quelques rares cas, telle la célèbre dame de Brassempouy qui date du Paléolithique supérieur et qui constitue l'une des plus anciennes représentations de visage humain que nous connaissions. La représentation du corps féminin, largement dominant, était en général réalisée autour du thème de la fécondité. Entre Tigre et Euphrate, c'est-à-dire en Mésopotamie, tout était analysé comme un message divin et tout geste humain revêtait une fonction sacrée. La fécondité était a fortiori considérée comme un don du ciel, voire une grâce. S'agissant de l'Égypte ancienne, très religieuse et polythéiste, pour l'essentiel de son histoire, les figurations mélangeaient hommes et dieux, et mélangeaient tout ceci avec les animaux. La fascination pour l'animal restait vive, et à un moment, elle a même connu un fort regain dans l'art, comme si les humains, tout en cherchant à se distinguer de l'animal, avaient eu du mal à s'en détacher. L'animal devint alors un intermédiaire entre les hommes et les dieux. On pense aux figurations d'hommes ailés à tête de chat, à ces femmes à tête d'oiseau ou à ces lions à tête d'homme. Puis vint, lentement, le temps du corps retrouvé et même idéalisé. Je vais maintenant vous parler du corps idéalisé. L'Antiquité gréco-romaine sera l'âge de triomphe de l'idéal de beauté et de la magnification des corps. C'est en Grèce qu'a lieu la première évolution dans la représentation de la figure humaine. L'artiste grec cherche à rendre compte du corps de l'homme tel qu'il le voit dans la réalité. Avec les progrès des connaissances anatomiques, il veut montrer les muscles, la structure osseuse, l'articulation de ses membres. Mais en même temps, ce corps garde toujours le souci d'une certaine idéalisation. Au fil des époques de cet âge antique, apparaît d'abord le souci de la géométrie, c'est-à-dire la symétrie et l'harmonie des proportions. Puis se construit une codification de la figuration humaine. Désormais, on recherche l'articulation entre le haut et le bas du corps. La ligne des épaules devient parallèle à celle du bassin, la cuisse gauche est en avant,
le poids du corps est également réparti sur les deux jambes, il n'y a pas encore de déhanchement. Le mimésis, l'imitation, est poussé le plus loin possible, même si les représentations du corps sont empreintes d'idéalisation au travers de figures de héros, d'athlètes et de dieux. Les bases du débat entre idéalisme et réalisme sont ainsi posées, tandis que le style de la sculpture évolue vers de plus en plus de maniérisme. Puis viendra le goût du mouvement du corps, qui se remarque par exemple sur les amphores panathénaïques datant du IIIe siècle avant notre ère, et qui montrent des hommes qui courent, leurs muscles étant soulignés par des traits fins. Puis viendra l'attention portée à l'expression des émotions. Il est à noter que les femmes représentées à cette époque, dont le haut est dénudé mais dont les hanches sont masquées, sont plus grandes que nature avec une hauteur sans la plante pouvant dépasser les 2 mètres. Dans l'art romain, l'artiste cherchera non seulement la vraisemblance, mais encore la ressemblance, par exemple dans les portraits d'empereurs. La représentation du corps était à la fois réaliste et naturaliste. Ce corps idéalisé de l'Antiquité va connaître un regain à l'époque de la Renaissance qui s'étend de la fin du XVe siècle à la fin du XVIe siècle. Cette nouvelle glorification du corps marque une rupture décisive avec la représentation du corps de la fin du Moyen Âge. On recommence à représenter des nus, et de nouveaux progrès dans les connaissances anatomiques permettent une représentation plus fidèle du corps humain. Chacun a en tête l'obsession de Michel-Ange pour la précision anatomique. Les femmes, généralement jeunes, n'ont plus l'aspect maigre qu'elles avaient au Moyen Âge. Au contraire, leurs formes pulpeuses sont somme toute ré-érotisées. On pense à Eva Prima Pandora de Jean Cousin l'Ancien, peinte vers 1549-1550, mais aussi bien sûr à la Vénus de Botticelli dont la coquille d'où elle émerge est symbole de mariage et de fécondité. Les symboles sont d'ailleurs nombreux, avec notamment les roses qui font allusion au côté éphémère de cette beauté. Les références à la Grèce sont multiples, à commencer par la position de Vénus, autrefois Aphrodite, qui rappelle celle de Praxitèle. Un peu plus tard, les corps opulents vont laisser la place aux corps musclés, dans une sorte de retour au canon antique. À cet égard, les hommes sont très souvent représentés. Le David de Michel-Ange en est évidemment l'exemple le plus marquant et le plus connu. Les artistes cherchent à nouveau à figurer l'homme parfait, qu'il s'agisse justement de cette musculature, mais plus généralement de ses proportions, sans oublier de la forme de son visage dont l'ovale est soigné et dont le nez est droit. Mais c'est en vérité davantage le souci de l'harmonie et de la beauté qui l'emporte que celui du réalisme. Le célèbre dessin de Léonard de Vinci, dit l'homme de Vitruve, et qui représente un homme, jambes et bras écartés, inscrit dans un cercle et un carré, et un dessin géométrique fondé sur des rapports de proportions. À la fin de la Renaissance, le maniérisme, en réaction à l'hégémonie de la perfection classique, envisage une nouvelle représentation. En Italie, les principaux représentants de ce mouvement sont Pontormo, Parmigianino, Bronzino et Arciboldo. Ils puisent leur source d'inspiration chez Raphaël et Michel-Ange, mais en privilégiant une sorte d'artificialité par des arabesques, une accentuation du mouvement et de la gestuelle. C'est contre cette idéalisation et encore plus contre cette artificialisation que vont bientôt se révolter des artistes, d'autant que la figuration du corps se trouve de nouveau enfermée dans des carcans par l'Église. Nous allons maintenant voir le corps révolté. La magnification du corps tel que l'on a connu avec les Grecs et d'une certaine façon lors de la Renaissance va connaître un coup d'arrêt. Avec le triomphe de la chrétienté, la glorification de la beauté pour la beauté s'étiole, voire s'évanouit. Ce qui importait alors, et allait même devenir absolument impérieux, c'était d'illustrer la parole de Dieu. Certes, à côté de la thématique des évangiles, celle de la mythologie était tolérée et fréquemment utilisée. Mais il n'était pas possible d'aborder librement les messages et encore moins de les traiter à sa guise. Les règles imposées aux artistes, à commencer par les peintres, sont peu à peu devenues des carcans à respecter absolument, notamment après le Concile de Trente en 1542, lorsque, face à la montée de la critique protestante, l'Église va réaffirmer la fonction rhétorique de la peinture en lui fixant la triple mission d'enseigner, d'émouvoir et de convaincre. C'est l'époque de la contre-réforme. S'écarter de cette doxa mettait en péril la liberté, voire la vie des intrépides. Si un tableau était d'inspiration profane,
au moins fallait-il qu'il exprime de manifestes intentions morales. Le moindre détail était scruté pour vérifier la compatibilité de ce qui était peint avec la décence, mais aussi par rapport à l'édification des esprits, selon les canons édictés par les théologiens. Toute lascivia, comme on dit en italien, cette langueur, cet abandon sensuel des corps, qui pouvait en tant soit peu transparaître du tableau, était le signe que le peintre était un débauché, un impur, un suppôt de Satan, malheur à lui. Mais la peinture des corps va connaître une révolution au travers d'une des premières formes assumées de la radicalité. On la doit essentiellement à Michelangelo Merisi, dit il Caravaggio en Italie et le Caravage chez nous. On a dit de lui qu'il était le peintre des corps extrêmes. En vérité, les corps extrêmes et les scènes violentes étaient depuis longtemps présents dans l'art, mais le Caravage va apporter à leur représentation une vérité qui n'existait pratiquement pas avant lui. C'est surtout à la fin du Moyen-Âge qu'apparaissent ces corps extrêmes avec l'essor du thème de la passion du Christ, car, ouvrez les guillemets, de toutes ces figures, les plus emblématiques est celle de l'homme de douleur. Fermez les guillemets, nous rappelle la psychanalyste Simone Korfsos, docteur en psychopathologie fondamentale et psychanalyse, et maître de conférences à l'université d'Hydro-Paris 7 qui s'intéresse à ces sujets. Elle nous rappelle aussi que le texte source de cette représentation extrême est un passage de la Bible que l'on trouve dans la vision pathétique d'Isaïe au chapitre 53. Le texte parle bien entendu du Christ, je vous cite ce passage, ouvrez les guillemets. Les multitudes sont épouvantées à ce sujet. Tout son aspect est défiguré. Vraiment, il n'a plus d'apparence humaine. Il n'a plus ni beauté ni éclat. C'est un objet de mépris et de rebut, homme de douleur pétri par la souffrance. Fermez les guillemets. Cette vision doloriste a trouvé une figuration centrale, pour ne pas dire absolue, avec l'œuvre majeure que constitue le retable du couvent des Antonins d'Issenheim en Alsace, réalisé en 1516 par Matthias Grunewald en coopération avec Nicolas de Haguenau. Simone Korfsos écrit, ouvrez les guillemets, le Christ crucifié du panneau central de ce polyptyque donne à voir un corps stigmatisé, blessé, couvert de pustules sanguinolentes, la peau bleuie par l'ischémie. Corps d'une laideur terrifiante marqué par une souffrance extrême. Avec l'artiste Grunewald, le corps de l'homme de douleur, fondamentalement lié à l'idée de l'incarnation, affirme la double nature du Christ, divine et humaine. Fermez les guillemets. Il meurt au nom du divin, pour le salut éternel des hommes, mais il souffre comme un simple mortel. Au XVIIe siècle, les corps extrêmes ont donc déjà une longue histoire. Mais c'est le Caravage qui a introduit dans des tableaux le réalisme de la représentation de ces corps. C'était parfois un réalisme sordide, y compris à propos de la violence. C'était un réalisme sans concession à propos de la cruauté, et même quelquefois à propos de la laideur. C'en est fini des figures extatiques de la période précédente, terminées, les édifiantes allégories, la beauté normée. Avec le Caravage, la vraie vie a fait son entrée, et quelle entrée, dans la peinture. Certes, Michel-Ange dans son jugement dernier, Sebastiano del Piombo dans sa flagellation ou encore Annibal Carracci dans sa Pietà s'étaient déjà élevés contre les représentations niaises qui avaient eu cours lors de la période maniériste. Mais le Caravage a mis dans les corps figurés sur ses toiles un bouillonnement jusqu'à là inconnu, un mélange détonnant de réalisme, d'animalité, de sensualité, de sauvagerie, mêlé à un certain mysticisme. Aussi, le Caravage peut-il être en effet regardé comme le peintre des corps extrêmes. Bien loin de la peinture idéalisante, ces corps expriment la vie telle qu'elle est, tantôt douce, tantôt brutale, souvent belle mais aussi souvent hideuse. Lorsqu'il peint Judith décapitant Holoferne, le Caravage expose le sang qui coule et même qui gicle de la gorge tranchée. Ce n'est plus une mise à mort suggérée, c'est sa réalité atroce. Et d'ailleurs on dit que pour capter la vérité du regard terrorisé de la victime et la vérité du cri qui éclate sur ses lèvres, le Caravage était allé assister à une exécution publique. Le chemin était ouvert vers la radicalité dans la représentation des corps. Il a été long et complexe. Il fallait d'abord réinventer le corps. On va maintenant évoquer le corps réinventé. L'art moderne constitue une rupture majeure dans les thématiques et les façons de représenter. Son substrat est la transgression des règles de l'art classique, telles que l'exprimeront par exemple le fauvisme, le cubisme ou encore l'expressionnisme. Le corps
Manipulé, disloqué, remodelé, parfois éclaté, devient alors un outil et progressivement l'artiste va mettre en jeu son propre corps. L'objectif n'est plus le souci de la vraisemblance, de la proportionnalité, de l'harmonie. Il faut non seulement parler tout autrement du visible, mais il faut aussi chercher à montrer l'invisible. C'est la période de l'affirmation de la radicalité, de l'affirmation d'une nécessaire transgression, ce qui, étymologiquement, veut dire aller plus loin. Il faut réinventer le monde, ses fondements comme ses représentations. Parmi ces courants fondateurs de radicalité, on pense bien sûr au dadaïsme qui remettait en cause toutes les conventions et contraintes idéologiques, esthétiques et politiques. Dans le manifeste littéraire considéré comme un acte de naissance, s'affirme notamment la défiance à l'égard du progrès et le goût de jouir d'aujourd'hui, le fameux « ici et maintenant » qui n'a fait que s'accentuer au fil des années, quasi démesurément. Marcel Duchamp répondait à quelqu'un lui demandant de caractériser son art, ouvrez les guillemets, « Si vous voulez, mon art serait de vivre. Chaque seconde, chaque respiration serait une œuvre qui n'est inscrite nulle part, qui n'est ni visuelle, ni cérébrale. C'est une sorte d'euphorie constante. » Fermez les guillemets. À côté de ce côté jouissif et jouisseur, il y a également le rejet de la beauté qui va obséder bientôt de nombre d'artistes. Peut-être ces artistes ont-ils fait leur le célèbre vers de Rimbaud qui disait qu'un soir il avait assis la beauté sur ses genoux, qu'il l'avait trouvée amère et qu'il l'avait injuriée. Ou peut-être, mais c'est possiblement la même chose, parce que la beauté incarnait à leurs yeux une forme d'injonction, excluant le plus grand nombre, une sorte de code social pétrifié dans l'uniformité et rejetant les différences. À l'époque moderne de l'art, de la révolution cubiste à l'art brut, en passant par Giacometti et Bacon, on assiste à une véritable remise en cause de toute idée de beauté, de vraisemblance et de proportion dans la figuration du corps. Un autre courant a marqué l'art de ces époques et a contribué aussi au socle de la radicalité. C'est le surréalisme, affirmant lui aussi des positions politiques fortes. On a dit de lui qu'il était une attitude inexorable de sédition et de défi. Ce sont les bases mêmes de la transgression en art. Le surréalisme a joué un rôle non négligeable dans la radicalité du rapport avec le corps. Par son recours à l'inconscient et au rêve, il a mis en lumière des corps hybrides comme des sortes de lieux intermédiaires entre l'homme et l'animal, entre l'inanimé et l'animé, entre le réel et l'irréel. Dans ces catégories intermédiaires apparaissent les monstres mi-humains, mi-oiseaux, des romans collages et des peintures de Max Ernst. On pense aussi aux Minotaures de Picasso, aux Métamorphoses de Miro ou aux visages mêlant les réalités chez Magritte. S'agissant de conscience, celle des artistes, heureusement et malheureusement celle d'un bon nombre d'autres femmes et hommes, avait été traumatisée par la Première Guerre mondiale avec ses visages à moitié éclatés par les obus, ses corps aux membres amputés, en somme ces humains aux formes inhumaines. Les corps mutilés peints par Otto Dix après la Première Guerre mondiale en sont un parfait exemple, comme on le voit notamment dans Les Joueurs de Skat qui datent de 1920. On retrouve ce même effroi dans le cri d'Edvard Munch. L'homme devient ainsi l'emblème du vécu. On ne peut pas ne pas se souvenir de ces mouvements lorsqu'on réfléchit à la radicalité contemporaine dans l'art. Les racines étaient déjà bel et bien présentes. Au long de ces décennies cruciales, des artistes majeurs vont révolutionner l'art et affirmer la radicalité, notamment dans le rapport au corps. Pour Margherita Leoni Figini, auteure qui a notamment rédigé pour le site de médiation culturelle du Centre Pompidou un texte intitulé « Le corps dans l'œuvre », 3 mots-clés caractérisent ce moment de l'art. Défiguré, fragmenté, hybridé. Défiguré avec bien entendu Picasso et le cubisme, qui, nous dit-elle, fait voler en éclats la représentation du réel, déforme la figure humaine jusqu'à la monstruosité. Le corps humain est traité de manière structurée et géométrique. Il se plie, se tord et fusionne presque avec la toile. La radicalité du corps chez Picasso est aussi une désacralisation mi-ironique, mi-drastique, comme par exemple dans son tableau La Pisseuse, où à grands coups de pinceau aux couleurs vives, il nous montre le jet d'urine d'une femme qui s'écoule comme joyeusement sur le sable. Le corps, la vie, c'est aussi cela. Plus pudiquement, si je puis dire, on retrouvera chez Matisse une même volonté de s'affranchir des règles qui régissaient jusqu'alors la représentation du corps. Dans son Grand nu couché de 1935,
ou dans la musique un peu plus tard, il n'est plus question de vraisemblance, de proportionnalité, de logique anatomique. Les membres sont surdimensionnés et là encore, l'artiste ne cherche pas à exprimer la beauté. C'est également vrai chez Willem de Kooning. Défigurer, c'est aussi le travail de Jean Dubuffet, le fondateur de l'art brut, qui s'est intéressé au corps notamment à travers la série Corps de dame, où la tête n'est qu'une toute petite excroissance, tandis que le corps est gonflé démesurément. Défigurer fait aussi penser, bien sûr, à Francis Bacon, avec sa représentation impitoyable du corps humain, non pas au travers de la figuration, mais au travers de l'abstraction, de la sensation, dit le philosophe Gilles Deleuze dans un essai qui lui a consacré. Les corps ou les visages que Bacon peint sont toujours représentés, mutilés, torturés, On ne peut oublier, parmi tant d'œuvres qu'il a réalisées, les 3 études de figure au pied d'une crucifixion qui, en 1945, ont provoqué un beau scandale à la galerie qui les exposait à Londres. Dans ces 3 toiles où domine la couleur orange, explosent les sentiments d'horreur, de douleur et de fureur des personnages. Les figures monstrueuses de ce triptyque ressemblent bien moins à des corps humains qu'à des carcasses de viande. Francis Bacon disait d'ailleurs « Nous sommes de la viande, nous sommes des carcasses potentielles ». Le deuxième thème choisi par Margherita Leoni Figini est fragmenté. Selon les lois canoniques de la représentation, nous dit-elle, l'artiste visait l'expression, le trait qui caractérise une personne dans sa singularité. Avec le processus de fragmentation de l'image, il veut exprimer l'éclatement de la perception du moi et celle du sujet moderne. C'est par exemple Alberto Giacometti et ses figures filiformes, démesurément allongées, comme rongées par l'espace qui les environne. C'est aussi le japonais Tetsumi Kudo qui, dans les années 50, réalise des œuvres conceptuelles et très gestuelles, comme par exemple des chrysalides pénis emmaillotés de tissu noir et accrochés au plafond, non pas seulement pour rappeler que, selon ses propos, nous sommes enracinés sur terre par notre sexe, mais pour s'insurger avec une rare violence contre ce que toute sorte de source de vie est capable de produire en matière de drame. Enfin, hybridé est le 3e terme que propose Margherita Leoni Figini. Hybridé parce que le corps, en disparaissant en tant qu'image, devient sur la toile la trace réelle de l'artiste à l'œuvre. La toile a quitté le chevalet, elle est souvent posée sur le sol, elle devient le support d'une création reposant sur le geste, et ce geste est unique parce que c'est le corps de l'artiste qui l'imprime, à tous les sens du mot. Ce sont les drippings de Jackson Pollock qui vont marquer toute la génération de l'expressionnisme abstrait. Ce sont les tracés de Cy Twombly, ce sont les empreintes du corps des modèles pinceaux de Klein ou celles du corps de l'artiste chez Giuseppe Pennone. Ce dernier impliquait son corps dans des sculptures se mêlant au végétal et réalisait des travaux à partir de ses propres empreintes, créant ce que l'on a appelé une spatialité du toucher. Bien entendu, il ne s'agit là que de quelques repères qui mériteraient largement d'être complétés. Comment, par exemple, ne pas dire au moins un mot des fameux actionnistes viennois et de leurs performances à partir des années 50 ? Le corps, comme centre d'une nouvelle démarche artistique, est l'axe même de leur travail. Et comme c'est nécessairement le cas pour toute performance, ce travail rapproche le spectateur de l'artiste avant que ce spectateur devienne bientôt un acteur de l'œuvre, une sorte de co-auteur. Et comment ne pas évoquer aussi et encore Marcel Duchamp, qui, parmi tout ce qu'il a apporté et pour ne pas dire injecté à l'art, a convoqué son propre corps dès les années 1920, au travers par exemple de la célèbre photo de Man Ray dans laquelle il interprète le rôle de Rose C'est la vie, ce personnage féminin fictif qu'il a créé et qui est en même temps une œuvre et une source d'œuvres. L'hybridation du genre fera fortune quelques décennies plus tard. Dans la section hybridée, on pourrait encore ajouter l'apport du pop art à l'approche du corps humain qui devient une image mécanique reproduite à des milliers d'exemplaires. Dans une thèse soutenue en 1977, Bertrand Névin écrit que « le sujet deviendra un objet graphique dont la construction plastique autant qu'identitaire se basera sur l'archétype. Il s'agit, dit-il, d'une réduction du corps en un signe visuel, une abstraction qu'illustreront les Marilyn de Warhol, les pin-up de Mel Ramos, la dramaturgie mécanique de Lichtenstein, l'hédonisme domestique de Wesselmann et le design fétichiste d'Allen Jones. Ces différents éléments trop rapidement cités
et pour très incomplet qu'il soit, permettent de rappeler combien cette période a contribué à affirmer la radicalité dans l'art, et tout particulièrement dans son rapport au corps. Mais certains artistes iront encore plus loin dans cette radicalité. Ils ont voulu que le corps soit le support même des œuvres, qu'il soit le médium absolu. Ils ont voulu témoigner de tout ce que le corps peut produire, et ils ont voulu expérimenter dans l'art ce que le corps peut endurer. Il s'agit désormais du corps illimité. Nous allons maintenant aborder le chapitre sur le corps illimité. À l'époque contemporaine de l'art demeurent les dénonciations avancées à l'âge moderne de l'art, mais elles se complètent désormais par d'autres dénonciations, comme par exemple les atteintes à la nature, et l'impératif de préserver le grand écosystème dans lequel nous vivons. Mais cette extension du contentieux qui dresse l'art contre la société n'a pas la force dérangeante et somme toute révolutionnaire que prend le corps support. Et à propos de support, on peut noter au passage que l'actuelle omniprésence des médias sociaux a grandement facilité un des rêves de Walter Benjamin envers l'art radical, qui était de changer les fondements mêmes du rapport entre l'œuvre et le public, en donnant à ce dernier les outils pour agir. Désormais, des millions de gens utilisent ces médias pour créer et exposer à un large public leurs productions culturelles, dont, indubitablement, une part s'apparente à l'art. Peut-être avez-vous effectué physiquement hier et virtuellement aujourd'hui, hélas, la visite que propose le MAMAC autour du thème du corps dans l'art. Bien que forcément limitée aux œuvres que possède le musée niçois, cette exposition est très intéressante par le jalonnement qu'elle propose de l'évolution de la radicalité. Elle le fait au travers de quelques thèmes, et notamment l'émancipation du corps avec des pièces de Georges Segal et de Nikit Saint-Phal, ainsi que le corps à l'œuvre avec des pièces de Ben, à niveau de Nikit Saint-Phal, d'Armand, d'Yves Klein. Majoritairement, ces œuvres datent des années 60, années liées au nouveau réalisme et au mouvement Fluxus, l'un comme l'autre ayant connu des moments particulièrement forts à Nice, et Ben Vautier, on le sait, n'a cessé de défendre l'esprit Fluxus en France. Ces courants s'expriment par encore les corps extrêmes tels qu'on va les mettre en lumière quelques années plus tard. Pour autant, on ne peut nier les jalons qui posent dans cette trajectoire, par exemple au travers des anthropométries d'Yves Klein. Ce n'est pas la seule révolution. Si le corps devient un activateur d'art, comme le rappelle le MAMAC à propos des tableaux de cire de Nikit Saint-Phal, l'artiste se place lui-même dans la peinture avec tout son corps. On pense à nouveau à Jackson Pollock avec son action painting, lorsque l'action sur la toile dispense de la représentation au profit d'un mouvement physique et devient sa propre représentation. Puisque je viens de citer Nikit Saint-Phal, je voudrais dire quelques mots sur le regard que les femmes ont porté sur cette radicalité et sur le regard qu'elles ont porté sur elles-mêmes. De ce fait, les femmes ont joué un rôle considérable dans le rapport entre le corps et la radicalité. Laure Adler, célèbre journaliste et militante féministe, a publié en octobre 2020 un livre intitulé « Le corps des femmes » et sous-titré « Ce que les artistes ont voulu faire de nous ». La première partie de cet ouvrage, La femme regardée, s'étend jusqu'au moment où Courbet et Manet vont révolutionner le regard. La deuxième partie, intitulée « Les femmes qui nous regardent », va jusqu'aux années 60. Enfin, la troisième partie, intitulée « Ces femmes qui se regardent » débute avec les années 70, quand s'est opérée une révolution majeure pour les femmes artistes qui vont désormais se représenter elles-mêmes. Parmi ces femmes, on pense par exemple à Paula Modersohn-Becker, que les livres de Laure Adler célèbrent et qui était une artiste allemande née en 1876 à Dresde, et elle est morte en 1907, peu de temps après un accouchement. C'est justement lorsqu'elle était enceinte et qu'elle s'est peinte, ce qui constituait à cette époque une transgression, si ce n'est une radicalité. Frida Kahlo, figure majeure, elle aussi s'est peinte enceinte, mais elle allait beaucoup plus loin en peignant une fausse couche. D'une façon générale, Frida Kahlo, si sophistiquée dans sa vie quotidienne, transgressait les habitudes et les codes comme si elle voulait obliger le spectateur à garder les yeux ouverts face à des évidences dérangeantes et aller, à son tour, au-delà de la pudeur. On pense aussi bien sûr, car elle a été une figure majeure de l'art corporel dans les années 70, au travail de Gina Pan, qui s'exprimait à travers des performances qu'elle nommait plutôt « action ». Gina Pan mettait en scène le seuil de tolérance du corps, elle le blessait. Elle expliquait que, ouvrez les guillemets, la blessure c'est identifier, inscrire et repérer un certain malaise, et que cette blessure est au centre, fermez les guillemets. On pense également à certains égards au travail d'Annette Messager, qui s'est développé dans les années 70. Non pas nécessairement en termes de corps radical, mais parce qu'elle a intégré dans son travail l'univers domestique dans lequel le regard masculin a cantonné la femme, enfermant sa
personnalité dans l'apparence de son corps. La liste des femmes qui ont posé un regard radical sur leur corps est longue et je ne peux pas toutes les citer. Rappelons seulement, pour clore ces trop brefs rappels et souligner le rôle majeur des femmes dans ce mouvement, la phrase qu'on l'on prête à Picasso. Je suis une femme, tout artiste est une femme. Dans les années et décennies qui ont suivi ces mouvements clés, le corps radical, si je puis employer cette expression, va connaître bien des façons de s'exprimer et d'être mis en scène. Les mouvements s'enchaînent et évoluent, mais la matrice est la même. L'utilisation du corps comme médium de discours, comme support de l'œuvre. On pense bien entendu au body art, à l'art corporel né aux États-Unis, et qui va rapidement devenir un travail sur les modifications corporelles, qu'il s'agisse drastiquement des scarifications ou mieux violemment des tatouages ou des piercings. On a parlé de rites plutôt que d'art, on a même parfois parlé de simples phénomènes de mode. On ne peut toutefois oublier que ce type de pratique, qu'on les considère comme artistiques ou non, constitue un moment fort dans la mise en scène du corps comme support d'intervention. Quelquefois, ces pratiques vont aller très loin dans l'utilisation du corps, notamment dans les performances. Ce, peut-être pour afficher encore plus sa résistance à la douleur. Et on pense à David Wojnarowicz, qui s'est cousu les lèvres. Mais on se souvient aussi des pratiques de punition, de flagellation des activistes viennois, avec ce que ces gestes récèdent d'échos chrétiens, ainsi que des transformations corporelles de Matthew Barney, sans oublier les œuvres vidéo, le cinéma gore ou encore les photos de Witkin, dont par exemple son terrible baiser aux formules. Les déclinaisons du body art sont également passées par des pratiques de réutilisation de son corps, comme par exemple le boudin produit par Michel Journac avec son propre sang. Et il y a là aussi un écho à la liturgie catholique. Bien d'autres approches radicales ont été menées, comme par exemple le mixage d'éléments humains et d'éléments mécaniques ou électroniques, par exemple le travail de Stellark ou celui de Marcelli Autunes Roca, ou encore celui de David Almech ou de Takashi Murakami. D'autres artistes n'utilisent pas la douleur comme vecteur de langage, mais explorent leurs pulsions, notamment sexuelles. D'autres vont encore plus loin au travers de ce qu'on appelle le self-hybride, avec par exemple des cultures de peau d'artistes reproduites sur du derme de porc et ornées de tatouages, destinés à être greffés sur des collectionneurs. On pense également aux portraits réalisés par Aziz Kouchar, qui sont des photographies effaçant les yeux, le nez, les bouches, afin de faire disparaître toute individualité, tout en renvoyant à la pathologie. S'agissant de self-hybride, on ne peut pas ne pas évoquer Orlan, une femme majeure dans ce rapport entre corps et radicalité. Son travail a évolué au fil des ans, et depuis les années 90, il fait intervenir des chirurgiens esthétiques pour remodeler la chair de son visage au travers d'opérations performance. Toutes ces œuvres et performances que je viens de rappeler ont parfois été classées dans la catégorie dite de l'art post-humain, qui se manifeste, nous disent, avec beaucoup de pertinence, deux auteurs, Magali Houle et Dominique Dubois. Lorsque la transformation du corps équivaut à une transformation de l'humain, le corps servant de chair à l'humanité tout entière. Ainsi, la modernité, comme la contemporanité, dans le rapport entre le corps et l'art, constitue une très profonde transgression de cette loi que le philosophe français François Dagonet qualifie de loi du sperme et du sang. Désormais, ni ces liquides fondamentaux de vie, ni d'autres, ni la chair ne sont plus tabous, car on assigne au corps des puissances de vérité inédites, ou des forces d'exorcisme quasi chamaniques. Ces nouveaux mouvements dans l'art n'ont rien à faire de la vieille morale dictée par des concepts réputés indiscutables, parce que transcendants, c'est-à-dire la loi, les conventions établies par les institutions, dans les églises, et pour les croyants, par Dieu lui-même. Ces mouvements s'intéressent en revanche à l'éthique, notion immanente qui se forge entre l'humain, les humains libres et qui résonnent. L'éthique font les lois qu'on se choisit et qui au demeurant n'ont rien de définitif. Pour le philosophe Martin Stephens, il se pourrait d'ailleurs bien que cette plasticité de l'éthique par rapport à la morale, toute durcie de sa cohérence, soit le danger de mort qui guette l'éthique. Si l'éthique, nous dit-il, se vantant de se distinguer de la morale, c'est précisément pour ne pas être absolue. Renonçant alors de fixer des limites pour ne pas clore la discussion, elle ressemble à une intelligence qui, afin de ne pas être dogmatique, finira par douter de la vérité elle-même et pas se saborder. Telle est peut-être là l'impasse des mouvements radicaux autour du corps, qui font de la transgression le sel de la radicalité, et de la radicalité le point d'aboutissement de la transgression. Pour conclure, nous allons nous poser une étrange question. Il reste une grande question
Après ce trop rapide survol de ce riche et complexe mouvement du rapport entre l'art et la radicalité, notamment appliqué au corps. Cette question est de se demander pourquoi on en est arrivé à chambouler à ce point le corps, à le mutiler, l'humilier, à en exhiber les fluides et les travers, voire les difformités. À cet égard, on se souvient du travail de Lucien Freund et ses obèses, des infirmes obscènes de Rustin ou encore des infirmes appareillés de Louise Bourgeois. Sans oublier certaines œuvres qui ont particulièrement défrayé la chronique, comme par exemple l'installation à Trafalgar Square à Londres d'une œuvre du sculpteur Mark Quinn intitulée Alison Leper enceinte et qui représentait le moulage du corps de cet artiste handicapé, nu, sans bras, les jambes difformes, en effet enceinte, et qui a été exposée de septembre 2005 à la fin de l'année 2007. Tenter de répondre à cette question centrale du pourquoi, qui, j'en conviens, peut paraître à certains assez étrange, sera ma conclusion. Les explications qui ont été avancées sont nombreuses, et je ne peux bien entendu pas toutes les présenter. J'en retiendrai seulement 3, ce qui est une sélection arbitraire, il est vrai. La première tentative d'explication trouve sa source dans le choc de la guerre de 39-45. La radicalité en art, et en particulier dans le rapport au corps, est le fruit d'un constat amer et même désespéré. Les horreurs de ce conflit mondial ont fait douter de l'idée même de civilisation. On se souvient de la phrase de Paul Valéry, ouvrez les guillemets. Nous autres, civilisation, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Nous sentons qu'une civilisation a la même fragilité qu'une vie. Fermez les guillemets. Pierre Restany, père du nouveau réalisme, écrira, ouvrez les guillemets. À partir d'Hiroshima, l'histoire de la vie n'a pas changé de sens pour les hommes, elle a perdu son sens. 3 petits points, fermez les guillemets. Les corps souffrants, martyrisés, avilis que nous montrent les artistes, en nous jetant au visage ces incommensurables misères, brandissent devant nos yeux ce que nous avons fait. Si beaucoup applaudissent à ce courage de montrer, pour d'autres, en revanche, il convient de dénoncer cette fascination pour les corps cadavérisés, désacralisés et même fécalisés, pour employer un néologisme à la mode, et à cet égard, on pense bien sûr à la machine de Wim Delvoye, reproduisant plus ou moins exactement la fabrication des excréments humains. Jean Clair, par exemple, se range parmi ces dénonciateurs. Ancien directeur du musée Picasso et membre de l'Académie française depuis mai 2008, il a écrit en 2004 un ouvrage autour de cette dénonciation. Il y regrette notamment que ce ne soit plus la vue qui compte, alors qu'elle est, dit-il, le plus intellectuel de nos sens, mais davantage en somme l'odorat, qui est lui le plus animal. Pour ou contre, le débat reste ouvert. La deuxième explication est de nature psychanalytique. L'œuvre d'art intéresse le psychanalyste depuis les premiers travaux de Freud, qui reconnaissait chez l'artiste une capacité exquise, disait-il, à parler des difficultés et des drames humains, au point que les trouvailles des artistes ont parfois précédé les siennes. Pour certains psychanalystes, et par exemple Simone Korfe-Soss, que j'ai déjà cité, la représentation des corps extrêmes dans l'art contemporain oscille entre créativité et perversion. Il ne s'agit pas de la perversité qu'on cantonne parfois à l'aspect moral, mais de la perversion dite narcissique, par laquelle le pervers survalorise son narcissisme au détriment du narcissisme de l'autre. Doté d'un soi grandiose, il est comme absorbé par son succès et sa beauté. Il se sent unique et éprouve un besoin extrême d'être admiré. Simone Korfe-Soss nous dit aussi que le processus de fragmentation évoqué plus haut pour la période moderne de l'art participe de la pulsion destructive par excellence, celle que Freud appelle Thanatos et qu'il oppose à Eros, qui est la pulsion de vie. Elle souligne également que les spectateurs regardants que nous sommes, volontairement ou presque contraints par surprise, sont comme happés par leur côté voyeur, devenant, nous dit-elle, complices d'un scénario pervers où l'autre est réduit à n'être qu'un objet,
au service de la jouissance du pervers, qui pourrait être aussi bien l'artiste que le spectateur. Cela fait un peu penser à Bill Viola, quand il disait vouloir immerger les spectateurs pour développer le réalisme des sensations et des émotions, des perceptions et des expériences, un réalisme de la perception d'un objet, non l'objet lui-même. Pour la psychanalyste, ces corps des sécrétions et des déjections, ces corps où les trous et les protubérances l'emportent sur la surface, marquent un retour vers un plaisir prégénital, s'accompagnant d'un fantasme d'auto-engendrement, ce fantasme qui tend à nier ce que l'on doit à ses géniteurs et qui pousse à vouloir être le seul maître de son existence, le seul père et la seule mère de sa propre vie. Enfin, la troisième explication à ces corps extrêmes peut être considérée comme un acte de foi. Elle nous dit que le corps est le plus grand dénominateur commun entre tous les humains, qu'il est en vérité la seule vraie base sur laquelle fonder une possible fraternité, si ce mot veut dire au moins se mettre à la place de l'autre et respecter son altérité. En raison de sa force évocatrice, de sa puissance comme de sa misère, le corps doit se substituer nécessairement à la toile, qui n'est qu'un médium superflu, inutile. Le seul support qui importe, qui nous implique tout entier, qui parle à chacun, qui nous relie, c'est le corps en lui-même. Cette tentative d'explication dit aussi que si ce corps est maltraité dans les heures et les performances, s'il affiche ses travers, ses tares, ses plaies, s'il souffre, s'il n'est plus couvert de lys et de roses, mais de fluides et d'excréments, s'il dégage des odeurs pestilentielles, c'est parce qu'il dit la vérité, non seulement sur ce que nous sommes, mais aussi sur ce que nous deviendrons. Des cadavres, des charognes. Selon cette explication, c'est ce corps universellement semblable dans sa réalité comme dans son destin qui nous fait frères et sœurs. Lui seul peut exprimer ces partages essentiels. Dans un livre de 1993 intitulé « Pour une esthétique grotesque », l'autrice Annick Kuba avance un argument complémentaire. Elle nous dit qu'en vérité, les corps dont la radicalité se concentre sur les fluides se caractérisent par une procédure d'inversion des termes et des valeurs. Ainsi, le haut, écrit-elle, c'est-à-dire tout ce qui est spirituel, idéal, abstrait, qui porterait vers le ciel, le divin, se trouve systématiquement ramené au bas corporel le plus trivial. Elle ajoute que, dans le même temps que les fonctions naturelles de ce corps, souvent considérées comme avilissantes, rappellent à l'homme son animalité, ces fonctions sont élevées au rang d'une éthique de vie marquée par la gaieté, l'exubérance, la jouissance. Convenons que c'est une assez façon joyeuse de terminer cet exposé sur un sujet qui a parfois pris des aspects macabres.